Voici l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Il était une fois une très belle princesse qui répondait au nom de Blanche-Neige. Et vu que c'est quand même un nom vachement bizarre, il mérite bien une petite explication. Revenons donc au moment de sa naissance par une froide journée d'hiver. Après que la reine eut expulsé de son ventre cette petite chose braillarde, des serviteurs furent chargés d'aller la nettoyer. Quand enfin on la rapporta aux royaux parents, le jeune papa, déjà passablement courroucé parce que la reine n'avait rien trouvé de mieux que de mettre bas dans le lit conjugal et que les draps étaient fichus, s'exclama: Dites, elle serait pas un peu malade par hasard? Elle est quand même drôlement palote, non? C'est que c'est fragile ces machins-là. Vous êtes sûr d'avoir rapporté la bonne au moins? On s'empressa d'apaiser ses craintes avant de lui demander s'il avait choisi un prénom. Ah oui, le prénom. Le jeune papa, indécis, regarda par la fenêtre. Il avait espéré un garçon, un mâle digne d'hériter. À aucun moment il n'avait envisagé l'autre possibilité. Face à son silence, son épouse et accessoirement reine jugea opportun de proposer ses propres idées. Il la fit aussitôt taire d'une gifle bien sentie. Il ne lui avait rien demandé après tout. Puis il s'absorba une nouvelle fois dans la contemplation des flocons de l'autre côté de la vitre qui tournoyaient du ciel vers la terre en cet hiver vigoureux. Bah, mettez Blanche-Neige, décréta-t-il finalement. À tous les coups, elle va crever avant la nuit. Ainsi fut consigné dans les registres. Mais l'enfant ne mourut pas, contrairement à la reine qui fit une chute mortelle sans aucun rapport avec le fait qu'elle avait déplu au roi en ne lui donnant pas un fils. Que la princesse échappe à la même chute n'avait rien non plus à voir avec les futures alliances qu'elle permettrait de négocier. Mais assez de ces considérations, et revenons plutôt à Blanche-Neige, qui avait bien grandi et était devenue une très belle jeune fille bonne à marier. On étudiait d'ailleurs en ce moment même les meilleures parties possibles pour en tirer profit. De son côté, vu qu'elle n'avait pas voix au chapitre, elle décida de faire le mur et un tour en forêt. Ce serait peut-être l'occasion de reluquer discrètement les chasseurs ou les bûcherons aux muscles luisants, et rêver encore un peu avant qu'on ne la case avec un vieux croulant. Elle déambula donc entre les arbres, émerveillée par les gazouillis d'oiseaux, le chant des grillons et des grenouilles, un peu moins par les grognements des ours et des loups, et surtout beaucoup moins par les fientes d'oiseaux qui lui atterrissaient dessus. À croire qu'ils la visaient spécifiquement, ces satanés piafs, ou qu'ils en voulaient à sa robe, pourtant très sobre et tout à fait adaptée aux promenades en forêt, dans les tons bleus et jaunes bien vifs. Si elle avait su, elle aurait emmené un parapluie pour se protéger des déjections. À défaut, elle se vengeait en leur balançant des cailloux à ces maudits oiseaux. Elle déambula ainsi un long moment, mais ne croisa aucun beau mâle pour alimenter ses fantasmes. Aussi décida-t-elle de rentrer. Dotée d'un sens de l'orientation aussi fiable qu'un ogre à qui on aurait demandé de jouer les babysitters, elle s'égara. Or, c'est un fait bien connu, dès qu'on se perd dans les bois, on tombe systématiquement sur quelque chose de bizarre. Dans les histoires du moins. Pour Blanche-Neige, ce fut quand elle arriva dans une clairière, au centre de laquelle se dressait une petite maison à la porte étonnamment basse. Ça ne payait pas de mine, mais c'était tout ce qu'elle avait à disposition. Aussi, après un rapide coup d'œil aux alentours, elle entra sans même frapper la malotrue. À l'intérieur, trois constats s'imposèrent à elle. D'une, le plafond était beaucoup trop bas. Son crâne n'apprécia pas quand elle voulut se redresser après avoir passé la porte. Du coup, elle poursuivit sa visite penchée. De deux, c'était une véritable porcherie là-dedans, sans vouloir offenser les cochons. Et de trois, il n'y avait personne, même pas un domestique qui aurait pu lui indiquer la route. Typique du bas peuple, ça, de ne pas avoir de personnel pour entretenir la maison. C'était bien sa veine. Elle fouilla rapidement mais ne trouva aucun pigeon voyageur. C'était encore le moyen de communication le plus rapide à l'époque. Il y avait bien quelques autres volatiles parmi les déchets qui traînaient partout, mais rien de vivant. Il ne lui restait donc qu'à attendre qu'un prince charmant daigne venir la tirer de ce mauvais pas. À défaut de trouver une meilleure occupation pour patienter, elle se désaltéra à l'aide d'un fond de bière éventé. Elle n'aurait rien eu contre l'idée de picoler pour passer le temps, mais toutes les bouteilles étaient vides, de même que les placards. Elle songea également à faire la sieste, mais les 7 lits disponibles étaient trop petits et surtout bien trop sales pour qu'elle ose même y poser un doigt. Aussi se résigna-t-elle à quitter les lieux. Elle se vit aussitôt coupée dans son élan. En effet, c'est ce moment précis que choisirent les habitants de la maisonnette pour arriver. Il s'agissait de 7 nains répondant aux noms de Hatchoum, Dormeur, Grincheux, Joyeux, Lubrique, Prof et Simplet. Ces nains, pioche sur l'épaule, rentraient de la mine où toute la journée ils avaient travaillé en sifflant. Ils ouvrirent la porte et découvrirent la princesse là, face à eux, penchée de sorte qu'elle exposait son décolleté de flatteuse manière. Ce fut Prof, le cerveau de la bande, qui réagit le premier et donna la consigne à ses petits camarades. Bon, surtout on ne la laisse pas sortir, une chose comme ça ne se représentera pas de sitôt. Joyeux, Hatchoum et Grincheux, vous allez à la porte de derrière et vous l'empêchez de partir par là. Nous quatre, on reste en position, et dès que tout le monde est en place, on avance tous ensemble pour la maîtriser, c'est clair? Ah, ça sent le poisson pourri derrière avec toutes les ordures qu'on n'a pas encore enterrées, râla Grincheux. Peut-être, mais tu auras une belle vue sur sa croupe. Ouais, mais moi je préfère le décolleté. Arrête de te plaindre à exécution. Ainsi firent-ils.
Blanche-Neige, de son côté, était passablement gênée par toute l'attention que recevait sa poitrine, mais elle attendit poliment qu'ils terminent leur palabre avant de parler. C'est qu'on lui avait inculqué les bonnes manières à la cour. Bonjour, lança-t-elle quand ils en eurent fini. Excusez-moi, mais vous pourriez me laisser sortir, s'il vous plaît? C'est que je commence à avoir mal au dos. Ah, pour ça, rien de tel que de s'allonger, rétorqua Lubric. C'est gentil à vous de le proposer, mais je préférerais sortir. Et si vous pouviez m'indiquer la route du château, vous seriez bien aimable. Oh là, passez vite, ma belle. Maintenant qu'ils étaient tous en position, ils se précipitèrent sur elle de tous les côtés. Pour une fois qu'ils avaient l'occasion de recevoir une belle jouvencelle, il aurait été dommage de ne pas en profiter. De toute façon, ils avaient bien droit de cuissage sur leur terre, non? En guise de préliminaire, ils l'attachèrent solidement, lui arrachèrent ses vêtements, puis se déshabillèrent eux-mêmes avant de se mettre à l'ouvrage en sifflant, puisque c'était ainsi qu'ils procédaient. Blanche-Neige, quant à elle, ne pouvait rien faire contre tous. Elle aurait bien protesté, mais elle avait été élevée en tant que femelle reproductrice docile avec de bonnes manières, donc ça ou le mariage, ça ne changeait pas tellement ses perspectives d'avenir. Elle se débattit à peine. Et pourtant, les nains firent tant de raffus cette nuit-là que les animaux des alentours eurent bien du mal à dormir. Les braves bêtes envoyèrent bien un émissaire au commissariat le plus proche afin de porter plainte pour tapage nocturne, mais la forêt ne faisait pas partie de la bonne juridiction, et de toute façon le risque de s'y perdre, surtout de nuit, était trop grand pour qu'on y envoie une patrouille. Ainsi la nuit tout entière résonna des grognements de nains et de tout le vacarme qu'ils pouvaient faire là-dedans, à croire qu'ils cassaient des meubles ou on ne sait trop quoi. Quand vint le matin, ils en avaient oublié de dormir. Ils laissèrent Blanche-Neige attachée afin d'être sûrs de la retrouver au retour, et se rhabillèrent en hâte. C'était l'heure de retourner à la mine. Ils seraient bien restés encore un peu, mais ils ne voulaient surtout pas risquer de mécontenter le patron, parce que ce n'était pas un rigolo, ça il pouvait vous le dire. Une fois par exemple, Dormeur, qui ne parvenait plus à lutter contre le sommeil qui le gagnait en permanence, avait laissé échapper sa pioche, que l'homme avait alors confisquée. Le pauvre nain avait dû finir sa journée de travail avec les dents et les ongles, qu'il avait perdus avant le soir. Se retrouvant dans l'incapacité de travailler, il s'était vu convoqué dans le bureau du patron, en principe pour une histoire de licenciement. Bon, en réalité, on ne sait pas trop ce qui avait pu se dire ou se faire là-dedans. Mais par la suite, l'homme se prit d'affection pour ce petit être désormais sans dents, qu'il laissait dormir au boulot en échange de quelques minutes chaque jour en tête-à-tête, durant lesquelles, selon la rumeur, ça glissait. Mais reprenons plutôt le cours de notre histoire avant de finir en tête à queue. Les 7 nains retrouvèrent donc leur poste à la mine, mais après une nuit si agitée, ils s'endormirent bien vite sur leur pioche. Le patron, qui n'était pas un type commode et qui n'avait rien de mieux à faire de ses journées que de surveiller ses employés, s'étonna de ne pas les entendre siffler. Les découvrant ainsi assoupis, il vira ce ramassis de fainéants à coups de pied aux miches, sauf Dormeur qui avait des accointances avec l'homme. Dormeur justement, réveillé par tout ce remue-ménage, s'enquit de ce qui troublait son repos. On le lui expliqua, et il allait aussitôt se rendormir quand soudain vint l'illumination. Si les autres étaient virés, ils allaient rentrer à la maison. Et à la maison les attendait une invitée de marque, avec qui ils oublieraient tous leurs soucis. Et lui, il resterait là à roupiller dans l'inconfort et terminerait sa journée dans le bureau du patron. C'était inacceptable. Par pure solidarité avec ses camarades, il quitta lui aussi le travail. De retour à la maison, ils s'accordèrent sur le fait qu'il n'y avait pas que des avantages à s'y mettre tous à la fois, parce que même s'il leur arrivait à l'occasion de s'emmancher les uns les autres par manque d'une autre compagnie, ils aimaient autant pouvoir profiter de leur invité sans tous s'y agglutiner. Sous la direction de Prof, ils mirent en place un roulement avant de retourner faire subir les derniers outrages à la princesse, un par un cette fois. En attendant leur tour, Dormeur dormait, du coup il manqua le sien, et Simplet regardait les dessins animés à la télé. Hélas, un flash spécial vint interrompre les programmes pour signaler qu'on recherchait activement la princesse Blanche-Neige, et qu'on ne tarderait pas à entamer les fouilles dans la forêt, puisqu'on ne l'avait pas retrouvée découpée en morceaux dans un caniveau, même si on ne perdait pas espoir sur ce dernier point. La reconnaissant, Simplet fit donc circuler l'information. Ce n'était pas n'importe quelle donzelle qu'ils avaient recueillie, c'était une véritable princesse, encore mieux. Prof, remontant son pantalon, lui expliqua que c'était à l'autre partie du message qu'il aurait dû s'intéresser. Des recherches dans la forêt? Mais c'était là qu'ils vivaient? La peur prit subitement possession des 7 nains. Allait-on venir jusque chez eux? Après tout, ils étaient déjà connus des services de police, notamment pour exhibition d'eux-mêmes ou d'une tierce personne sur la voie publique. Les soupçonnait-on déjà? Parviendrait-il à échapper aux forces de l'ordre? Perdrait-il Blanche-Neige à tout jamais? Il n'est pas censé y avoir une sorcière dans cette histoire? Et un prince charmant pendant qu'on y est? Eh bien, avant de nous quitter pour cette fois, répondons à la dernière de ces questions et réglons tout de suite le cas du prince charmant de Blanche-Neige, ou du moins l'individu le plus apte à devenir son prince charmant, de 20 ans son aîné, qui était aussi à la fois son demi-frère, son cousin et son oncle. Tant qu'il y avait du sang royal officiel des deux côtés et que ça consolidait les alliances, on ne regardait pas à ce genre de détails à l'époque. Cet homme au pédigré irréprochable, donc,
fut alerté par son sixième sens de prince charmant que Blanche-Neige était en danger, avant même que la nouvelle ne se répande dans tout le royaume. Enfin, il comprit qu'elle s'était égarée, et il pouvait même dire dans quelle direction, mais pour le détail de ce qu'elle vivait, il n'en savait rien. Soit dit en passant, si les princes charmants n'avaient pas la capacité de repérer les princesses en danger, pas mal de contes tourneraient court. Bref, notre héroïque prince se rendit seul à la lisière de la forêt, d'où il appela Blanche-Neige, se gardant bien de trop élever la voix. Avec ce nom stupide, il n'aurait pas fallu qu'un promeneur l'entende et croie qu'il cherchait de la neige par 20 degrés sous le soleil. Il avait une réputation à tenir tout de même. Au bout de 10 longues minutes, elle n'avait toujours pas répondu à son appel. Soumis à une terrible et dévorante flemme, et plus encore à la crainte de se perdre lui aussi dans la forêt, le prince abandonna les recherches. Il avait longuement débattu avec lui-même, et s'était fait violence pour se rendre à l'évidence. Inutile de la rejoindre si c'était pour se retrouver perdu à deux dans les bois. Parce que bon, d'accord, elle était très belle, et ça pouvait devenir intéressant s'ils n'étaient vraiment que tous les deux dans une situation désespérée. Mais au bout d'un moment, la fin deviendrait un problème, alors si c'était pour que l'un des deux finisse par manger l'autre, histoire de tenir quelques jours de plus, ce n'était pas vraiment la peine. Non, décidément, il pouvait laisser à d'autres la tâche d'aller la récupérer, et si ça devait gâcher ses chances avec elle, il trouverait bien une autre jolie princesse à épouser. Et c'est sur cette note d'héroïsme que s'achève la lecture de ce soir. Bonne nuit les enfants, et faites de beaux rêves.